la présentation d'aujourd'hui est avec messieurs Vincent Martin, Mathieu Thibault et madame Marianne Onnier, qui s'intitule « Analyse des tâches probabilistes proposées dans des ressources didactiques au primaire et au secondaire ». C'est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour nous écouter. On avait, Mathieu, Marianne et moi, bien hâte de vous faire part de ce projet qui roule déjà depuis un certain temps, là, un peu plus de 3 ans qu'on a ça dans les cartons et puis qu'on avance. On n'a pas assez proche de vous en parler l'année passée. Puis finalement, il y a eu un petit contretemps là, qui nous a amené à choisir cette année plutôt. Pour celles et ceux qui le souhaitent, là, vous verrez qu'on a un lien raccourci ici si jamais vous souhaitez accéder à notre diaporama Google. Alors, allons-y. D'abord, peut-être une petite mise en contexte là, sur le projet comme tel. Pourquoi étudier les ressources didactiques? Parce qu'elles occupent une place importante dans l'enseignement-apprentissage des maths, notamment le manuel scolaire. Pour nous, les ressources, ça peut être des exerciceurs en ligne, un cahier d'apprentissage, un manuel scolaire, et puis d'autres exemples, des jeux mathématiques. Il y a plein de choses qui font office de ressources. Vous allez voir que nous, on a choisi certains types de ressources dans le cadre de notre projet. La place occupée par le manuel, spécifiquement dans la classe, là, qui est très importante, pourrait découler de la perception de fiabilité qu'en ont les personnes enseignantes. On a vu à travers des travaux qui commencent à dater un peu, mais quand même, que le manuel comme tel, et peut-être le cahier d'apprentissage aujourd'hui, semble servir de soutien aux apprentissages des élèves, mais il est aussi une source importante de renseignement pour la personne enseignante dans sa préparation, sa planification, allant même parfois jusqu'à se substituer au programme de formation qui régit l'activité de la personne enseignante. On se demandait aussi pourquoi on a décidé d'analyser les tâches probabilistes qui sont proposées dans les ressources didactiques. Donc, les probabilités, là, on les retrouve partout dans la vie quotidienne, puis c'est aussi un des domaines mathématiques à l'étude autant au primaire qu'au secondaire. Donc, au Québec, on a fait il y a quelques années, là, on l'avait présenté aussi il y a 4 ans ici au GDM, on avait présenté les résultats d'une enquête où on a fait ressortir une fréquence élevée d'utilisation des manuels scolaires et des cahiers d'exercice dans l'enseignement-apprentissage des probabilités. Donc, nos répondants, les personnes enseignantes nous disaient qu'ils avaient recours fréquemment aux manuels scolaires dans leur enseignement. Il y a aussi le fait que l'expérience d'apprentissage des probabilités offerte aux élèves québécois peut être possiblement influencée par le recours à ces ressources didactiques. S'ils disent qu'ils ont recours beaucoup, bien, ça peut avoir un effet dans leur pratique. Puis, il y a plusieurs travaux qui ont été réalisés aussi sur donc, les ressources didactiques en tant que telles, les manuels scolaires au primaire et au secondaire, mais aucun de ces travaux-là portait spécifiquement sur les contenus probabilistes. Donc, notre analyse des tâches probabilistes, là, elle s'appuie entre autres sur une des particularités conceptuelles des probabilités qui sont l'idée des 3 approches probabilistes qui permettent d'approcher la situation. On ne verra pas toutes les particularités conceptuelles. Donc, la première approche, l'approche théorique, une approche dans laquelle on peut qualifier ou quantifier une probabilité. De manière théorique, c'est important de rajouter que ça peut se faire seulement lorsque tous les différents cas possibles sont jugés équiprobables. La deuxième approche, c'est l'approche fréquentielle dans laquelle on observe une fréquence qui se dégage d'essais. Donc, on réalise ou on voit des résultats d'essais quand c'est possible de réaliser plusieurs essais dans les mêmes conditions. La troisième approche, c'est l'approche subjective dans laquelle on peut émettre une estimation probabiliste en se basant intuitivement sur les informations qui sont pertinentes et qui sont disponibles à un moment précis. Et il y a aussi différentes possibilités d'articulation qu'on voit en gris au centre du diagramme de Venn, là, ou du moins de juxtaposition de ces 3 approches-là. Pour quelques petites considérations méthodologiques, là, comment on a fait notre analyse, on a analysé 8 ressources didactiques québécoises pour l'enseignement-apprentissage des mathématiques, donc 8 ressources dans lesquelles il y avait un total de plus de 25 000 tâches mathématiques. Et nous, on s'est centré évidemment sur les tâches probabilistes. Donc, dans les phases 1 et 2, on a regardé des ressources au primaire, 6 ressources didactiques. En particulier, c'était 2 collections de manuels, 3 collections de cahiers d'apprentissage et un exerciceur en ligne. Pour cibler ces ressources-là, là, on voit la petite personne, c'est une personne ressource. Donc, on a parlé à différentes personnes qui travaillent dans les écoles primaires pour voir un peu
quel genre de ressources qui étaient utilisées. Donc, dans ces 6 ressources-là, il y avait 722 tâches probabilistes qu'on a analysées. Pour la phase 3 au secondaire, on a ciblé 2 ressources didactiques. Cette fois-ci, la petite icône fait écho à un sondage qu'on a fait dans les médias sociaux auprès de personnes enseignantes. Donc, il y a à peu près 300 personnes enseignantes du secondaire qui nous ont nommé les ressources qu'elles utilisaient. Et puis, dans ces 2 ressources-là, qui sont 2 collections de cahiers d'apprentissage, il y avait 580 tâches probabilistes. Donc, on a analysé un total de 1315 tâches probabilistes avec une grille de codage là, qui a évolué pendant les différentes phases, qui était vraiment centrée sur différents concepts. Il y avait une vingtaine de questions là, dans la grille de codage. Et puis, c'est important de dire qu'on a vraiment analysé les tâches telles qu'elles sont prescrites dans les ressources et non pas qu'est-ce que la personne enseignante pourrait potentiellement en faire. Alors, cela étant dit, on a maintenant envie de partager avec vous certains résultats qui se dégagent là, de ce travail d'analyse de tâches probabilistes. Alors, d'abord, un premier portrait en lien avec les pourcentages de tâches probabilistes proposés dans les ressources par niveau. Donc, vous voyez dans le diagramme à bande ici on a de la première année du primaire jusqu'au secondaire 5. Et on a le pourcentage ici de tâches probabilistes. Donc, on a à peu près 2% des tâches probabilistes, 2% des tâches proposées dans les ressources de première année qu'on a analysées qui étaient probabilistes. Et on peut voir finalement qu'il y a une progression assez régulière finalement, ou en tout cas une progression assez claire en partant de la première année jusqu'au secondaire 5. On peut remarquer quand même des petites baisses, comme par exemple ici, peut-être en lien avec, en 5e année, peut-être en lien avec la gestion par cycle, puis sachant que les probabilités sont abordées en 6e année en prévision peut-être de l'examen du ministère. Puis ici, on voit une autre baisse en secondaire 2, peut-être parce que c'est l'introduction de l'algèbre qui occupe une bonne place dans les ressources et dans l'enseignement-apprentissage en classe, donc peut-être une baisse ici aussi. Puis là, vous allez peut-être être étonné de voir qu'en secondaire 4, on n'a pas de tâches probabilistes. En fait, c'est qu'il y a une des séquences TS4 qui propose des probabilités dans le programme, mais la ressource de la collection qu'on a analysée n'est pas encore publiée, c'est qu'on n'a pas pu l'analyser pour l'instant. Et puis en secondaire 5, on a zoomé sur CST parce qu'il n'y a pas de probabilité dans les séquences SN puis TS. Puis peut-être souligner que dans le fond, quand on regarde le programme de formation, ce qui est en secondaire 4, dans le TS, donc TS4, va ressembler probablement à CST 5 parce que les programmes sont très, très proches. Donc, on n'a pas encore analysé, mais on a le feeling que ça risque de ressembler. Si on vous présente maintenant des exemples de catégories de tâches pour les approches, donc Marianne vous a présenté l'approche théorique, l'approche fréquentielle, l'approche subjective. Donc, à quoi ça ressemble une tâche dite théorique? Donc, dans une tâche théorique, on va pouvoir calculer une probabilité. Il y a d'autres tâches théoriques où on va vouloir représenter des cas possibles ou énumérer des cas possibles. Il y a aussi l'appropriation du vocabulaire probabiliste. Là, il peut y avoir des tâches théoriques où on va poser des questions en lien avec le vocabulaire. Dans une approche fréquentielle, c'est plutôt en lien avec des essais. Donc, soit on va demander dans une tâche fréquentielle de réaliser des essais ou de faire un travail à partir d'essais qui seraient déjà réalisés et qui sont donnés dans un tableau de données, par exemple. Et dans l'approche subjective, on peut questionner l'élève, lui demander de faire une prédiction ou lui donner son opinion. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et évidemment, ces tâches-là on pouvait coder une tâche comme étant théorique et aussi fréquentielle, par exemple. Donc, vous comprendrez, il pouvait y avoir une articulation de plusieurs approches. Donc, maintenant, je vais vous demander de répondre à une question. Mais ça, si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, je l'ai mis aussi dans le fil de discussion. Donc, et je vais vous demander dans cette question-là, sur WooClap, d'associer les approches probabilistes aux 4 pourcentages de tâches correspondantes au primaire. Donc, quel est le pourcentage finalement de tâches au primaire qui sont des tâches théoriques? Quel est le pourcentage des tâches fréquentielles, des tâches subjectives et de celles qui articulent plus d'une approche? Donc, je vais lancer la question. Donc, si vous avez cliqué sur le lien qui n'apparaît pas comme un lien bleu, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas un lien cliquable. Même si Stéphane le repartage, je ne sais toujours pas pourquoi ce n'est pas un lien cliquable. Je vais partager un autre lien, qui, j'espère, fonctionnera, celui-ci. Voilà, donc celui-là devrait fonctionner.
pour nous, l'idée ici, c'est de vous permettre d'exprimer ce qu'on pourrait affectueusement appeler un educated guess, hein, une hypothèse basée sur ce que vous connaissez du monde de l'enseignement apprentissage et probabilité. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir raison, mais il ne faut pas trop faire d'anxiété avec ça, là. Donc, je vois présentement qu'il y a 26 personnes qui sont connectées à la question, puis il y en a 9 d'entre elles qui ont répondu aux différentes associations. On peut laisser peut-être 30 secondes encore. L'intention qu'on avait, c'était de rendre la chose dynamique, mais finalement, ça donne lieu à un silence de mort malaisant, en référence au malaise dont parlait Jérôme hier dans ce moment, notre collègue. Mais Marika a quand même apprécié le côté interactif de la présentation, malgré le malaise dont fait mention Vincent. Tout à fait. Donc, je vois ici qu'il y a déjà une vingtaine de réponses. Donc, peut-être qu'on peut enchaîner. Vous pouvez continuer à répondre. Je ne vais pas arrêter la question pour l'instant, mais peut-être qu'on peut enchaîner avec les résultats. Marianne? Oui, donc voici les résultats pour le primaire. Donc, on voit que la majorité des tâches sont vraiment inscrites dans l'approche théorique. Il y en a 68 qui sont inscrites vraiment exclusivement dans cette approche, puis il y en a 68 pardon, et presque 85 là, qui sont inscrites exclusivement ou partiellement dans l'approche théorique. On peut voir aussi les tâches dans l'approche fréquentielle, que la majorité d'entre elles sont articulées avec d'autres approches. Donc, il y a quand même 90 tâches dans l'approche fréquentielle qui sont articulées avec l'approche théorique, puis la même chose là, pour l'approche subjective et les tâches qui articulent les trois approches. Donc, on voit que l'approche fréquentielle semble souvent utilisée en articulation. Il y a peu de tâches qui s'inscrivent dans l'approche subjective, donc à peine 10 là, partiellement, exclusivement. Et il y a vraiment très peu de tâches qui articulent les trois approches, donc à peine 2 là, qui articulent les trois. Maintenant, on s'est demandé, bon, au secondaire, est-ce que ça va ressembler? Nous, évidemment, on avait comme le sentiment Juste avant, Marianne, excuse-moi, je tiens à faire remarquer que quand même la plupart de ceux qui ont répondu ont bien vu que le pourcentage le plus haut était pour les tâches théoriques. Donc, vous aviez la bonne intuition. Je laisse bien continuer joué. maintenant, secondaire. C'est beau. On avait aussi la même intuition, puis on trouvait que c'était quand même un pourcentage assez élevé. Mais bon, quand on est arrivé au secondaire, on peut voir que cette fois-ci, c'est vraiment presque la totalité des tâches qui sont inscrites dans l'approche théorique. Donc, 98,5 là, qui sont en partie ou en totalité dans l'approche théorique. Les autres sont vraiment très peu présentes. Il y a à peine 2 de tâches qui articulent 2 ou 3 approches. Là. Donc, c'est vraiment très théorique au secondaire. On vous présente ces données-là d'une autre manière maintenant. On vous avait présenté les deux diagrammes de Venn triple là, pour le primaire dans son ensemble puis pour le secondaire dans son ensemble. Maintenant, on ventile les résultats en fonction des cycles. Donc, on a, vous voyez, les 5 bandes ici, premier cycle du primaire, deuxième, troisième, puis après ça, premier cycle du secondaire, deuxième cycle du secondaire. On a donné des couleurs, donc une tâche qui est exclusivement inscrite dans l'approche théorique est représentée en bleu, exclusivement fréquentielle en orange, puis exclusivement subjective en vert. Puis vous voyez qu'il y a des combinaisons possibles, par exemple, théorique et fréquentielle va être bleu foncé, par exemple. Fréquentielle subjective, subjective théorique, et vous comprenez la logique. Donc, ce qu'on peut voir globalement, c'est qu'il y a des petites différences quand même qui peuvent s'observer d'un cycle à l'autre, par exemple au primaire, mais on voit quand même une certaine constance par rapport au niveau de tâches théoriques, par exemple, ou la présence de tâches fréquentielles assez égales, la couleur orange ici. Mais vraiment, ce qui ressort le plus à notre sens de ce diagramme-là, c'est vraiment l'importante rupture qui marque la transition entre le primaire et le secondaire, à savoir la quantité écrasante de tâches théoriques. Ce qui fait évidemment écho à ce qu'on vient juste de voir avant, mais on peut s'imaginer que l'expérience d'apprentissage qui est offerte à l'élève en 6e année du primaire ne goûtera plus pas toute la même affaire rendue en secondaire 1. Et puis ça, ça va se maintenir, ce petit goût-là de théorie qui va probablement être là pour le restant de sa carrière d'élève au secondaire. Donc ensuite, concernant le pourcentage de tâches du secondaire qui ne présentent que des contenus du primaire, donc dans ce cas-là, tout d'abord préciser qu'est-ce qu'on entend par... donc, on a été voir les concepts et processus probabilistes qui apparaissent dans la progression des apprentissages au primaire et au secondaire. Puis, ce qu'on a regardé, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveauté. Donc, on peut voir quand même qu'ici, en secondaire 1, on a environ 50 du contenu du secondaire
et 50% du contenu du primaire, qui est du contenu qui avait déjà été abordé précédemment au primaire, puis qui est repris dans le fond. Et on voit que, comme vous voyez, la partie orange diminue de plus en plus, ou la partie bleue augmente, donc il y a de plus en plus du contenu du secondaire. Donc, par exemple, aussi, on pourrait dire que un nouveau contenu du secondaire, ça peut être les expériences aléatoires à plusieurs étapes. On les voit au primaire, mais pas celles qui sont sans remise, par exemple. On va aller voir seulement celles qui sont avec remise. Donc, ça serait un exemple de concept nouveau. Mais il y en a aussi d'autres comme les probabilités conditionnelles, les probabilités géométriques, l'espérance mathématique, du nouveau vocabulaire, etc. Donc, on peut quand même remarquer ici qu'il y a une progression quand même qu'on qualifierait de douce des concepts et processus probabilistes dans la transition entre la fin du primaire puis le début du secondaire. On est allé voir aussi les tâches, les différentes représentations qui sont utilisées là, pour présenter les cas possibles dans les tâches probabilistes. Donc, les représentations peuvent être déjà présentées, donc faites pour l'élève, ou la tâche peut demander à l'élève de les faire. Donc, on voit dans ces deux diagrammes en rayon de soleil-là, il y a davantage de tâches au primaire. La partie qui est en bleu pâle là, au premier niveau au centre du diagramme montre qu'il y a quand même presque 65% des tâches au primaire qui représentent ou qui demandent à l'élève de représenter les cas possibles, contre à peine la moitié des tâches au secondaire. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est au deuxième niveau, donc ces tâches-là, c'est quoi les représentations qui sont utilisées? On remarque qu'au primaire, il y a vraiment une dominante pour le dessin, la représentation graphique dessinée, ou encore une liste, par exemple, dans laquelle on nommerait les différentes couleurs de billes dans un sac. Tandis qu'au secondaire, ça passe un peu plus vers des représentations des diagrammes, donc le diagramme en arbre, le diagramme de veine qui prennent de plus en plus d'espace, malgré qu'il y a encore un petit peu de représentation graphique de dessin ou de liste. Donc ensuite, on s'est posé la question du matériel dans tout ça. Donc, est-ce que les tâches dans les ressources didactiques, est-ce que les tâches probabilistes ont recours au matériel? Et la réponse est oui, dans une certaine mesure. Donc, on retrouve à la fois du matériel qu'on dit typique aux probabilités, donc des billes, des dés, pièces de monnaie, mais aussi du matériel atypique en lien avec, par exemple, des punaises de bureau, des boîtes de mouchoirs, lancer des boîtes de mouchoirs, un bouchon de colle. Et là, il y avait vraiment une distinction entre est-ce qu'on utiliser ce matériel de manipulation-là versus y faire référence sans demander à l'élève de l'utiliser. Donc là, je vous pose la question, je remets encore s'il y a des personnes qui sont jointes à nous plus récemment. Donc, je vous demande pour une deuxième question cette fois-ci. Donc, quel pourcentage, selon vous, de tâches probabilistes au primaire demande d'utiliser du matériel de manipulation? Donc, vous aurez à entrer un nombre et il y a un écart de 5% à 5% près. Donc, à partir du lien, normalement, vous devriez maintenant voir la question apparaître. Et moi, je vois, puisque c'est de type nombre, je vois automatiquement vos réponses arriver et il y a un calcul statistique, j'adore ça, où je vois le minimum, maximum, la moyenne, la médiane, l'écart type, la variance. Donc, tout peut me rendre heureux aujourd'hui. Et on va laisser encore un petit 30 secondes pour répondre. J'ai déjà 24 réponses, allant présentement d'un minimum de 2 à un maximum de 80. Donc, il y a quand même un gros écart dans les différentes réponses. Il vous reste 2 minutes. Donc, je vais je vais faire apparaître la réponse. Donc, c'était 10,5 %. Donc, il y a 18 des gens qui ont répondu correctement, là, qui étaient dans cette marge d'erreur de 5 %. Alors, pour rentrer maintenant dans les résultats que nous, on a dégagés de notre analyse, là, en termes de pourcentage de tâches probabilistes, donc qui demandaient d'utiliser le matériel aux élèves ou qui faisaient référence. Là, on a en orange le primaire, donc on avait 10 % des tâches qui ont demandé explicitement à l'élève prends une pièce de monnaie ou prends des billes ou prends un bouchon de colle, par exemple, puis fais des essais avec, par exemple. Alors qu'il y avait 0 % des tâches du secondaire qui demandaient à l'élève d'utiliser effectivement le matériel. Maintenant, pour les tâches dans lesquelles on faisait référence à du matériel sans prescrire à l'élève de l'utiliser, on a 71 % des tâches du primaire qui faisaient référence à du matériel et à peu près une tâche sur 2 au secondaire. Donc, on voit
on voit une différence assez importante sur la dimension concrète. Puis, évidemment, le matériel fait souvent écho à l'approche fréquentielle. Donc, il y a moins d'approche fréquentielle au secondaire. C'est peut-être une des pistes d'explication. Finalement, on va passer rapidement là, sur les contextes qui sont utilisés dans les différentes tâches probabilistes. On a analysé ces contextes-là au regard du mémoire de Côte-Noire, donc le contexte réel, donc on fait vraiment pour vrai quelque chose, le contexte réaliste dans lequel on pourrait le faire, mais on ne le fait pas, le contexte imaginaire que Vincent appelle le monde de licorne, et puis le contexte purement mathématique, là, c'est vraiment symbolique, il n'y a pas de contexte en tant que tel. Donc, on voit qu'il y a une dominante des contextes réalistes, là, tant au primaire qu'au secondaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la balance, au primaire, est principalement dans un contexte réel, ce qui coïncide avec ce que Vincent vient de nous dire, là, les tâches qui demandent explicitement à l'élève d'utiliser du matériel de manipulation, de réaliser des essais. Tandis qu'au secondaire, la balance est complètement de l'autre côté du continuum, je pourrais dire. Donc, elle se trouve vraiment du côté des tâches purement mathématiques. Alors maintenant, peut-être, alors qu'on espère Stéphane indulgent devant notre utilisation du temps, on va vous proposer quelques petites pistes de discussion finalement à la lumière des résultats qu'on vient de présenter. Donc, comme tel, nous, on réfléchissait à l'idée de transition interordre, de voir qu'est-ce qui se passe pour un élève qui passe de la première année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire, dans l'enseignement, apprentissage et probabilité. D'abord, nous, on observe des ruptures importantes là, qui témoignent d'une expérience d'apprentissage qui devient plus abstraite au secondaire, clairement. Une approche théorique hégémonique ou, disons, très présente, qui domine outrageusement les tâches, des contextes plus mathématiques que réels, moins de représentations, puis des représentations qui sont plus abstraites quand même, et aucun recours prescrit à du matériel. Donc ça, c'est vraiment des différences là, qui viennent pondérer le caractère abstrait de l'expérience d'apprentissage des probabilités au secondaire. Par contre, il y a aussi des continuités qui nous semblent très intéressantes, notamment l'idée de dominante des contextes réels dans les deux cas, réalistes, pardon, dans les deux cas, ce qu'on a appelé la douce progression des concepts et processus entre le 3e cycle du primaire et le 1er cycle du secondaire. Et cela dit, même si les probabilités occupent vraiment une plus grande place au secondaire. Donc, on voit que la progression des probabilités augmente, prennent du galon au fil du parcours scolaire de l'élève. Dans l'ensemble aussi, notre analyse a soulevé le fait que les ressources, ils nous semblent fidèles aux progressions des apprentissages autant au primaire qu'au secondaire, mais même on a trouvé quand même des contre-exemples. Par exemple, une question d'espérance qui fait appel à l'espérance mathématique, mais au 3e cycle du primaire, alors que ça doit plutôt être vu au 2e cycle du secondaire. Une question de probabilité conditionnelle en première secondaire aussi. Et on a vu aussi, on voit des écarts qu'on trouve intrigants par rapport aux résultats de l'enquête sur l'enquête qu'on avait menée il y a quelques années. Donc, par exemple, on voit ici, on voyait dans l'enquête que les répondants déclaraient avoir recours beaucoup aux différentes approches probabilistes. Par contre, quand on regarde la place occupée dans les approches, par les approches dans les ressources, elle est beaucoup moindre. Même principe pour le matériel. Les personnes répondantes nous disaient avoir recours beaucoup au matériel, alors qu'on le retrouve moins dans les ressources. Et puis, pour terminer, là, comme on l'a précisé au début, on a vraiment analysé les tâches effectives. Par contre, on pense que ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe vraiment en classe. Donc, comment les différentes ressources sont utilisées. C'est quoi aussi les différentes ressources qui sont utilisées par les personnes enseignantes? Nous, on a le sentiment, par exemple, que le cahier d'apprentissage prend de plus en plus de place dans les classes dans les dernières années, mais bon, ça ne semble pas documenté pour l'instant, donc ça pourrait être intéressant. Puis finalement, on voit des pistes là, pour travailler avec des personnes enseignantes ou formatrices dans l'idée de chercher une cohérence entre les intentions didactiques et les caractéristiques des ressources qui sont disponibles et qui sont utilisées. Donc, en ce sens, un peu de soutenir leur agentivité didactique. Donc, merci beaucoup pour votre écoute.